Ah, c'est compliqué aujourd'hui parce que, comme le dit lui-même Monsieur Powell, on est face à une grande incertitude et donc ils ont du mal à analyser la conjoncture. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 20 mars 2025 de votre émission quotidienne consacrée au décryptage et à l'analyse de l'actualité et de son impact sur les marchés financiers. Et pour bien comprendre l'actualité économique, qui de mieux que Christian Parizeau pour nous l'expliquer. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup Christian, Monsieur Parizeau, Christian Parizeau d'être avec nous ce matin. Vous êtes président et fondateur d'Altair Economics, avec nous pour justement nous aider à éclairer notre lanterne, notamment à l'endroit des questions économiques. L'actualité économique, c'est évidemment la Fed. Dans le brouillard, la Fed a préféré jouer la carte de la prudence, mais est-ce qu'elle ne commence pas à prendre sérieusement du retard selon vous ? Ah, c'est compliqué aujourd'hui parce que, comme le dit lui-même Monsieur Powell, on est face à une grande incertitude et donc ils ont du mal à analyser la conjoncture. Ce qui ressort quand même de la part de la Banque centrale, c'est que la politique de Monsieur Trump a un impact négatif sur la croissance puisqu'ils révisent à la baisse leurs anticipations de croissance pour cette année et est plutôt inflationniste, mais dans le sens que ça retarde le mouvement de désinflation. Et ça, c'est un élément important qui a fait réagir positivement les marchés, c'est que la Banque centrale ne remet pas en cause le mouvement de désinflation. Elle indique seulement que ce mouvement de désinflation est un peu retardé parce qu'il y a ces hausses de droits de douane. Ça impacte l'inflation. Alors, M. Powell nous a dit, on ne sait pas faire la part des choses entre le rebond de l'inflation, ce qui est purement technique en début d'année, ce qui est lié finalement à la situation de l'économie et ce qui est lié vraiment à la hausse des droits de douane, mais un élément important a été dit hier, c'est que pour eux, l'inflation, même si elle est un peu plus forte, c'est qu'une inflation temporaire. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les droits de douane, c'est une marge d'escalier, on monte d'un seul coup les prix à l'importation, mais c'est pas quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose qui va s'auto-entretenir dans les prochains mois et qui va alimenter une inflation durable. Donc, le message renvoyé à la Banque centrale, c'est que ce qu'on renvoie à la Banque centrale, c'est qu'on est prudent parce qu'on n'a pas de visibilité. Il y a de l'incertitude économique, donc on va rien faire et on peut se permettre de rien faire parce que globalement l'économie américaine reste encore solide, même si les enquêtes se sont dégradées. Et deuxième message qu'elle envoie, c'est que attention, c'est inflationniste, mais ponctuellement inflationniste. Et comme nous l'a dit Monsieur Powell, si on remonte les taux directeurs, si on mène une politique restrictive, alors que c'est juste un effet ponctuel, on va inutilement faire souffrir l'économie parce que sachant que la politique monétaire n'a pas un impact immédiat sur l'économie, donc on va faire souffrir inutilement l'économie et puis au moment où on aura un retour de la désinflation, on aura finalement cette politique monétaire qui freine l'économie pour rien. Donc on sent une Fed quand même relativement, je dirais, colombe face à la politique monétaire face à la politique de droits de douane de Monsieur Trump et ça a beaucoup rassuré les marchés parce que le pire des scénarios pour les marchés, c'est un Trump qui pèse sur l'économie, qui génère l'inflation et une banque centrale qui pourrait même remonter dans le pire des cas ses taux directeurs. Et ça, Monsieur Powell a montré qu'il serait très prudent. Alors, comme vous le disiez, avec un risque très clair, c'est qu'elle soit en retard. Parce que si derrière ce rebond de l'inflation, on a les marchés obligataires qui commencent à corriger, qu'on a des marchés obligataires qui commencent à surréagir, à ce moment-là, on aura clairement un risque que la Banque centrale remonte ses taux pour rassurer tout le monde et éviter que les anticipations d'inflation se développent. Donc là, on serait en retard. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, elle a pris une petite assurance. Alors, M. Powell nous a dit que c'est un élément technique, technique entre guillemets, mais ils vont réduire la taille de leur quantitative tightening. Vous savez qu'ils réduisaient la taille du bilan de la Banque centrale, notamment en vendant des obligations du Trésor américain. Et donc, on passe de 25 milliards de reprise de liquidité à seulement 5 milliards à partir du 1er avril. Ça soulage le marché obligataire. Alors, il dit que c'est un élément technique parce que c'est lié au financement du Trésor américain, mais au-delà de ça, c'est quand même un moyen d'apporter encore des liquidités au marché obligataire et ça explique en grande partie aussi la réaction positive qu'on a eue sur les taux longs, qui ont perdu 6 points de base sur cette déclaration. Donc, voilà, on sent qu'on a quand même encore un ami sur les marchés, qui est la Banque centrale américaine. Bon, un ami qui ne voit pas très clair, qui n'a pas de visibilité, mais on a encore un ami et c'est plutôt ça qui est plutôt positif. Maintenant, on va quand même être prudent parce que M. Trump, il est capable quand même encore de pas mal déstabiliser les marchés dans les prochaines semaines. Écoutez, effectivement, donc la prudence, une prudence toute compréhensible de la part de la Réserve fédérale américaine. On va parler investissement maintenant, puisque d'un côté, on a des valorisations attractives et des mesures de relance soutenues. De l'autre, on a quand même une crise immobilière persistante et une fuite des IDE, les investissements directs étrangers. Je pense évidemment au marché chinois. Est-ce que, selon vous, le marché chinois, c'est une bombe à retardement ou une réelle opportunité historique d'investissement, selon vous ?
Alors, c'est vrai que le marché chinois s'est pas mal comporté. Alors, il y a toujours deux choses qui sont un peu contradictoires aujourd'hui sur l'économie chinoise. Bon, il y a des éléments un peu structurels, vieillissement et tout ça, mais ça, si on met ça de côté et qu'on parle vraiment conjoncturellement, il y a ce risque Trump, très clairement. Les hausses de droits de douane pourraient affecter assez lourdement la Chine, mais on a ce fameux plan de relance, en tout cas cette volonté affichée du gouvernement chinois de relancer, de soutenir, quoi qu'il en coûte, la croissance chinoise et de compenser finalement les mesures de M. Trump. Donc on est pris entre deux feux, entre d'une part des annonces assez positives concernant finalement ces soutiens de la part de l'administration chinoise et de l'autre des risques très clairement sur les exportations chinoises. Alors face à ça, on a aussi un autre élément, c'est l'incertitude, c'est au niveau de l'immobilier chinois qui reste un élément qui véritablement pénalise la croissance américaine, qui pénalise la croissance chinoise et qui joue sur le comportement des ménages chinois dans leur consommation. Alors face à ça, que retenir ? Moi je dirais qu'on peut rester quand même relativement positif. Alors d'une part parce qu'on voit qu'il y a encore un niveau de valorisation qui est encore assez faible, notamment sur les valeurs technologiques chinoises. Et là on voit qu'il y a une vraie thématique à jouer, puisqu'on voit que depuis DeepSeek, tout le monde regarde de nouveau le secteur technologique chinois et se dit que finalement les Chinois sont capables aussi d'affecter de belles performances. On a eu Huawei, alors ça sera vérifié comme toujours en Chine, mais Huawei qui a annoncé qu'ils étaient capables d'avoir des puces et des niveaux de gravure quasiment aussi performants que les meilleures puces du monde actuellement que TSMC. Alors ça demande à être vérifié, mais avec une autre technique qui est une nouvelle technologie qui serait proposée. Donc on voit qu'il y a en tout cas une recherche chinoise qui sont très clairement à la pointe au niveau technologique. Donc pourquoi une telle décote sur ce secteur, notamment maintenant que le gouvernement chinois est prêt à aider ce secteur. Et puis, plus globalement, on pourrait peut-être jouer une amélioration de la consommation. Alors, ça reste encore un pari, je le reconnais, mais on voit que l'immobilier commence à se stabiliser. Alors, ça reste encore en recul sur un an au niveau des prix de l'immobilier, mais on sent que les mesures que met en place le gouvernement commencent à porter ses fruits. Et donc, on peut peut-être se dire que quand même, la bourse chinoise est une bonne protection. Notamment, on a peut-être plus de certitude, c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais sur la Chine que sur les États-Unis. Parce que sur les États-Unis, on a M. Trump qui crée énormément de volatilité, alors qu'en Chine, on est quasiment certain que le gouvernement chinois va massivement tout faire budgétairement pour véritablement soutenir son économie et atténuer les sanctions que pourrait faire M. Trump vis-à-vis du commerce international chinois. Donc, moi, je pense qu'il y a véritablement encore du potentiel sur la bourse chinoise pour les prochains mois. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, Christian, qu'il y a plus de certitude sur la Chine que sur les États-Unis actuellement. C'est extrêmement rare pour le noter et bien l'entendre. On parle du plan de relance chinois. On va parler maintenant du quoi qu'il en coûte historique allemand. 500 milliards d'euros d'investissement sont prévus sur 12 ans, mais c'est quand même énorme, c'est gigantesque. Est-ce que selon vous, l'Allemagne peut assumer un tel niveau de dette sans conséquences sur l'euro et sur les taux d'intérêt ? Alors, c'est un plan énorme, mais bon, faut quand même le rappeler, faut modérer, c'est sur 12 ans, c'est pas immédiatement, c'est pas tout de suite, on va pas emprunter 500 milliards sur les marchés immédiatement la semaine prochaine. Donc, c'est sur quand même 12 années, c'est un plan qui va mettre du temps à se mettre en place. Alors, c'est vrai que c'est toujours un problème avec les marchés parce que les marchés, il y a toujours un problème de timing sur les marchés. Et là, on est dans un timing qui est de moyen terme. Alors, c'est positif, ça je ne le dis pas, c'est positif pour la croissance, c'est positif pour les anticipations qu'on peut avoir sur 2026. Peut-être pas sur 2025, parce que c'est pas une thématique 2025. Le temps qu'on mette ce plan en place, que véritablement on définisse les projets, qu'on débloque le financement, l'impact économique, à mon avis, sera plus sur 2026 que sur 2025. D'ailleurs, les institutions de conjoncture allemands ont plutôt révisé 2026 à la hausse que 2025, qui reste encore assez déprimé. Donc, c'est important. Ça a fait réagir les marchés. Ça a fait monter les taux longs. On a vu une réaction assez forte des taux longs. Mais faut rappeler aussi aux investisseurs que ça, c'est des anticipations de moyen terme. Donc, il faut faire très attention au mouvement de marché de court terme parce qu'on a joué une thématique moyen terme, mais on va voir à court terme encore des indicateurs qui seront assez modérés sur la zone
zone euro encore assez déprimée. Alors certes, ça a protégé les bourses européennes. On a vu une nette surperformance des bourses européennes totalement justifiée face à cette thématique. Mais attention, parce que c'est pas un moteur qu'on va avoir tous les jours qui va tomber. C'est un peu un moteur qu'on va avoir à moyen terme qui soutiendra les perspectives 2026, mais qui va pas nourrir forcément une hausse éternellement des marchés européens. Alors moi, je pense que les taux longs ont un petit peu surréagi par rapport à ça, parce qu'il faudra voir ce qui sera vraiment fait, à quel rythme et comment on va faire les émissions obligataires. Alors, sur le fond, je suis d'accord, ça change, on change de paradigme, on change. Mais encore une fois, c'est sur 12 ans et c'est pas immédiatement qu'on va pas emprunter immédiatement de l'argent. Donc, je pense qu'il y a une petite réaction des taux longs et on voit que ça se calme un petit peu et qu'ils réagissent beaucoup moins à cette thématique sur les derniers jours. Le change aussi a beaucoup réagi, mais maintenant je pense que si on a des mouvements sur le change euro, ça sera plus un mouvement sur le dollar que sur l'euro. Je pense que maintenant l'euro a largement intégré ce plan allemand. Et encore une fois, prudence, parce que toute cette surperformance de la bourse européenne, toute cette réaction des taux longs et du change s'explique essentiellement parce qu'on intègre l'idée de ce plan, mais c'est une thématique de moyen terme et pas de court terme. Donc on aura quand même, à mon avis, des forces de rappel. Donc attention, il y aura encore des indicateurs économiques assez décevants en Europe à court terme, et ça va retirer un petit peu, alors je ne vous dis pas que ça va faire chuter la bourse, mais ça retire un petit peu ce moteur. Maintenant, c'est intégré, c'est dans les cours. On ne va pas monter indéfiniment. Je vous prends juste un exemple. Si vous prenez la dernière enquête qu'a fait ZEW auprès des investisseurs et des analystes allemands, ils mettaient en premier le secteur de l'acier en surpondération. Je trouve que ça va un petit peu vite parce qu'il y a quand même les droits de douane de M. Trump. Il y a quand même des incertitudes très fortes sur la conjoncture. Et donc, jouer ce plan de relance sur des résultats qui seront faits peut-être en 2026, 2027, 2028, c'est peut-être un peu trop tôt pour y aller. Alors, je comprends le mouvement de court terme, mais attention qu'on n'ait pas des petites forces de rappel. Donc, oui, ça existe. Oui, c'est positif. Oui, ça nous donne un éclairage pour 2026. Ça peut peut-être aussi inciter la BCE à être plus prudente dans sa baisse des taux parce qu'elle estime qu'il n'y a pas forcément besoin de stimuler encore plus l'économie européenne grâce à ce plan. Mais à l'inverse, il ne faut pas croire qu'on est dans une situation idéale économique et on va encore avoir des indicateurs encore assez mitigés à attendre sur la zone euro dans les prochaines semaines. Donc, prudence quand même sur cette thématique. Oui, c'est ce que disait la BCE en substance la semaine dernière, qu'en gros il y avait deux visions, la vision court terme et la vision moyen-long terme, avec justement ce plan de relance allemand. Plan de relance allemand, et volontairement on est un peu piquant aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas d'ores et déjà voué à l'échec, et notamment sous deux prismes? Le premier qu'on va voir maintenant, c'est les capacités de production européennes. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour pouvoir absorber ce flux d'investissement qui va lui tomber sur la tête, si je puis dire? Oui, alors on va pas. C'est un problème de riches, mais comme toujours, vous savez qu'il y a toujours des craintes et vous voyez que tout le débat aujourd'hui dans le réarmement de l'Europe, c'est est-ce que les entreprises du secteur de la défense vont pouvoir augmenter leur production rapidement, mais en plus dans ce plan infrastructure allemand, il va falloir véritablement développer des capacités de production. Alors premier élément qui est important et qu'il faut avoir en tête, c'est très différent de ce qu'on observe dans le secteur par exemple technologique. Dans le secteur technologique, on peut augmenter très rapidement la production. C'est un secteur très capitalistique. Si vous avez énormément de capitaux qui s'investissent dans l'intelligence artificielle, qui s'investissent dans des data centers, vous pouvez augmenter énormément les capacités de production, les doubler, les tripler, et donc avoir derrière des profits qui sont en forte croissance. Là, c'est pas le cas. Là, on est dans un plan certes positif, mais c'est un plan lourd, c'est un plan qui demande finalement des recrutements de main-d'œuvre. Alors, dans un premier temps, il va falloir recruter des gens qui vont vous mettre en place ce plan infrastructure, qui vont faire les plans, qui vont sélectionner les dossiers. Donc, vous voyez que c'est loin d'être facile. Ensuite, une fois que vous avez ces décisions prises, il va falloir sur le terrain construire, embaucher des gens. Or, on sait qu'aujourd'hui, en Allemagne, on a quand même un marché du travail qui reste tendu. On voit que les salaires progressent encore assez vite, beaucoup plus vite qu'en France par exemple ou d'autres pays européens. Donc aujourd'hui, les tensions salariales, c'est l'Allemagne et l'Espagne, d'après les dernières statistiques d'Eurostat qu'on a eues hier. Donc on voit qu'il y a quand même des tensions sur le marché du travail allemand, que ça va être compliqué de recruter. Et puis derrière, il faut que ces entreprises puissent monter en capacité avec toute la chaîne d'approvisionnement. Donc vous voyez que c'est loin d'être évident, c'est-à-dire qu'on est dans de l'industrie lourde, que ça soit dans le cas de la défense, que ça soit dans le cas de tout ce qui est infrastructure, construction. On voit qu'on n'est pas du tout dans des secteurs où on peut avoir des taux de croissance en 6 mois, qu'on peut créer une nouvelle puce, et en 6 mois, on peut, à l'image de Nvidia, développer des cartes et avoir des taux de croissance importantes dans les ventes et dans les profits. Donc ça aussi, c'est un point qu'il ne faut pas sous-estimer, le temps.
le temps. Et je trouve que les marchés ont été assez vite. Alors, on comprend, hein, et c'est normal, le secteur de la défense, par exemple, c'est un bon secteur défensif aujourd'hui, puisqu'on est certain de sa croissance dans les prochaines années, mais on se retrouve dans une même problématique qu'on a pu avoir avec Boeing, avec Airbus. Ce sont des industries lourdes, ce sont des industries à temps long, et donc vous pouvez toujours avoir des problèmes d'exécution, des retards, et donc attention, il y aura sûrement des forces de rappel derrière tout ça, et attention surtout à vous dire que c'est pas la défense ou le BTP en Allemagne ou l'acier, c'est pas le secteur technologique que l'on connaît aux États-Unis où on peut avoir des niveaux de valorisation élevés parce que ça va très très vite. Là, on est quand même dans des secteurs plutôt de moyen long terme, alors plus durable peut-être, parce qu'il y a peut-être moins de volatilité. Hein. C'est vrai que s'il y a un surinvestissement dans les semi-conducteurs en ce moment, eh ben on risque de le payer très cher boursièrement parlant. Là, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus stable, mais attention aussi, parce qu'on a des marchés qui ont été très très vite, et là aussi on peut avoir quelques forces de rappel, parce que c'est d'une thématique, encore une fois, de moyen terme, et ça prendra du temps, et surtout, on sera très dépendant de la capacité des entreprises à monter en puissance. Vous devez regarder la chaîne d'approvisionnement, les capacités de recrutement, et c'est vrai que l'Allemagne, quand même, avec son niveau de taux de chômage, on risque d'avoir quand même des blocages face à ce méga plan. Hein. Le dernier grand plan, c'était lors de la réunification allemande, mais là, on avait de la main-d'œuvre disponible qui était assez importante, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, prudence par rapport à l'exécution de ce plan. Je vous dis juste une petite image. Hein. Vous savez que le fameux plan Covid, hein, le plan de relance post-Covid, hein, il y a une partie des fonds qui n'ont toujours pas été dépensés, hein, notamment en Italie, par exemple, faute de projets pouvant être validés par la Commission européenne. Donc, on voit qu'il y a encore pas mal d'incertitudes dans le déploiement de ces plans. Attention, force de rappel, prudence. Par la force des choses, on a un exemple de l'autre côté de la planète qui pourrait peut-être être intéressant à comprendre. C'est le cas de la Chine. La Chine qui enchaîne les plans massifs de relance, mais pour autant, la bourse est en crise. Est-ce que l'Allemagne n'est-elle pas en train de tomber dans le même piège, selon vous ? Alors, il y a quelques comparaisons identiques. Hein. C'est vrai que si vous prenez la situation Allemagne-Chine, vous avez deux choses. Vous avez ces plans de relance qui sont le principal moteur. Vous avez un problème de confiance des agents économiques et notamment des consommateurs hein, qui augmentent leur épargne, que ce soit en Chine ou en Allemagne. Si vous prenez aussi, vous êtes dans des populations qui vieillissent et c'est pas forcément des choses très positives. Et vous êtes sur deux économies qui sont très dépendantes de l'extérieur. Alors, vous allez me dire, ça se ressemble énormément. Alors, il y a quand même une grosse différence entre les deux pays, c'est que en Chine, ce qui inquiète beaucoup, c'est qu'il y a quand même une crise de l'immobilier. Et c'est vrai qu'en Chine, on est toujours un peu dans le schéma pour se dire, est-ce qu'on n'est pas, la Chine, c'est pas le Japon des années 80, est-ce qu'on n'est pas face à une bulle immobilière, un effet de richesse très négatif qui affecterait les ménages chinois durablement et qu'on n'aurait pas de reprise et donc un échec des différents plans du gouvernement chinois. Alors qu'en Allemagne, on n'a pas du tout de crise immobilière, on n'est pas dans cette situation-là et on n'a pas d'effet richesse véritablement à anticiper. Donc il y a quand même un élément un peu plus positif en Allemagne, à mon avis, hein, au-delà de tous les facteurs un peu structurels et comparables avec la Chine, c'est le fait que finalement, on a quand même peut-être des dépenses d'investissement qui seront efficaces. Le gouvernement chinois aussi a deux différences, je dirais, dans les plans de relance. C'est qu'en Chine, on fait une relance par la consommation parce que en termes d'investissement d'infrastructures, ils ont largement fait, ils ont même trop fait peut-être. Hein. On est sur des surinvestissements, alors que en Allemagne, il y a un vrai besoin dans les infrastructures et on sait que les multiplicateurs de ces investissements d'infrastructures, quand ils sont positifs, quand ils sont bien réalisés, qui ne sont pas inutiles, hein, parce que si vous construisez un pont qui ne sert à rien, ça ne vous fera pas de croissance économique, mais si c'est bien réalisé, eh ben, ça crée un effet multiplicateur beaucoup plus fort. Donc je dirais qu'il y a deux plans de relance, mais il n'y a pas de crise immobilière en Allemagne, ça c'est plutôt positif, et on a un vrai besoin d'infrastructure qui aura vraiment un effet multiplicateur. Donc si j'avais à choisir, je dirais que l'Allemagne est quand même dans une situation un petit peu plus favorable que la Chine, même si les deux économies peuvent se rassembler sur certains points. On va rester dans cette logique de comparaison. Donc d'un côté, on a Berlin et l'Europe, globalement, qui investit massivement. De l'autre côté, on a une Fed, comme on l'a vu il y a un instant, sur la retenue. Est-ce que c'est synonyme de poursuite de l'appréciation de l'euro face au dollar ? Et est-ce que les indices 1,11, 1,12, en objectif, ça a du sens, selon vous ? Alors personnellement, je pense que l'euro, l'appréciation de l'euro est en grande partie maintenant intégrée. On a fait beaucoup de chemin. Alors
il y a deux éléments qui ont joué. Un des premiers éléments qui était assez naturel, c'est autour des déclarations allemandes, et maintenant pour moi c'est largement intégré dans le cours d'échange. Et puis il reste un deuxième élément, c'est le dollar en lui-même. Puis c'est plus un problème dollar. Alors c'est vrai que je pense que le dollar a un petit potentiel de baisse, mais ça reste encore limité. Moi j'aurais pour objectif un 10, pas forcément aller beaucoup plus haut, mais je pense que effectivement, vous voyez qu'on y est presque, mais effectivement je pense que le dollar pourrait encore un peu s'affaiblir pour plusieurs raisons. D'une part, il y a une logique économique. Si l'Allemagne a moins d'excédents courants, c'est une partie de l'épargne allemande qui vient s'investir aujourd'hui aux États-Unis qui ne viendra pas. Plus globalement, pour la zone euro, on sait qu'on a un excédent courant qui va quand même diminuer, à mon avis, notamment grâce à ce plan de relance allemand. Et donc, c'est une partie de l'épargne qui va plus financer les déficits publics américains. Et malgré le rôle du dollar et cette force du dollar, il y a quand même des limites. Et donc, je pense que ça peut peser un petit peu sur le dollar en tendance à moyen terme. Donc ça, c'est un élément de moyen terme. Mais à très court terme, je pense que ce qui va vraiment affaiblir le dollar, c'est les incertitudes autour de M. Trump. Et notamment, je pense que cette date du 2 avril, qui est particulièrement importante, où il veut remonter les droits de douane sur pas mal de pays, c'est un élément qui pourrait véritablement peser sur le dollar. Donc, à très court terme, moi, je jouerais plus un dollar faible qu'un euro fort, puisque je pense que l'euro fort, c'est déjà intégré dans ce qui est... Mais il y a quand même un potentiel de hausse de l'euro sur un dollar et sur les craintes autour de la croissance américaine qui seront, à mon avis, encore assez fortes, surtout après le 2 avril, si on a des hausses de droits de douane assez massives qui touchent un peu tous les partenaires commerciaux des États-Unis, ce qui est une aberration économique, mais en tout cas qui se traduira au niveau des marchés, comme l'idée qu'il y a un vrai risque sur l'économie américaine. Et donc, je pense qu'il pourrait y avoir une réaction à ce moment-là. Donc, il y a encore du potentiel de hausse sur l'euro, à mon avis, à court terme. On va rester sur ce plan d'investissement massif historique allemand, sous le prisme cette fois-ci des matières premières industrielles, puisque 500 milliards d'investissements, ça veut dire augmentation des capacités de production, augmentation nécessaire des capacités de production, donc ça veut dire plus de demandes pour l'acier, le cuivre, le ciment. Est-ce qu'on doit s'attendre à un emballement des cours des matières premières industrielles ? Alors, je serais assez prudent quand même. Alors, d'une part, parce que conjoncturellement, à très court terme, on est très très loin d'avoir un emballement de la production industrielle mondiale. Quand vous regardez les données d'enquête, ça va un petit peu mieux, ça se stabilise au niveau de l'Asie. Les États-Unis, ça se maintient, mais l'Europe reste encore très déprimée. C'est juste qu'on a un recul d'activité qui est moins violent que sur les mois précédents, mais on reste quand même sur une contraction d'activité. Donc, faut modérer du côté de la demande et des industriels. On n'est pas sur une explosion de la demande de matières premières de la part de l'activité industrielle. Et puis, on a surtout une consommation des ménages, notamment en biens durables, qui reste assez faible. Donc, il faut quand même un peu relativiser sur le très court terme. Après, à moyen terme, oui, ce sont des éléments positifs, mais c'est comme toujours, ce sont des marchés internationaux et matières premières, et ça dépendra un peu de l'orientation. Le gros risque que vous avez aujourd'hui en jouant les matières premières, c'est que le marché va beaucoup regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et votre gros risque aujourd'hui, c'est qu'on ait des anticipations de ralentissement. Certains vous diront peut-être même de récession, même si c'est encore assez peu probable. Il faut modérer, mais on risque d'avoir, de toute façon, on aura une croissance très faible au premier trimestre, qui est un peu technique, qui est un peu mécanique. Mais au-delà de ça, je pense qu'on aura une croissance relativement faible cette année avec un début d'année difficile. Et donc, finalement, on a ces craintes sur l'économie américaine qui pourraient peser pas mal sur les cours des matières premières, d'une part. Et puis, de l'autre, même si la Chine soutient son économie, on n'est pas non plus sur une accélération monstrueuse de l'économie chinoise. Au mieux, on fait les 5% que souhaite le gouvernement. Donc, c'est pas non plus une révision très forte à la hausse de la consommation. Et puis, en Europe, encore une fois, ce plan va s'inscrire sur 12 ans. Donc, on n'est pas non plus sur un choc immédiat et une envolée très forte de la demande. Donc, matières premières, oui. Alors après, c'est difficile de parler dans l'ensemble des matières premières. Il faudrait presque les prendre une par une. Mais globalement, je dirais, attention, cette thématique-là, elle n'est pas forcément si sensible que ça à court terme à ce plan de relance. C'est une thématique qu'on peut jouer à moyen terme peut-être parce qu'on aura une reprise. Mais pour l'instant, à court terme, je pense qu'il y a suffisamment d'incertitudes, des hausses de droits de douane
En plus, si M. Trump met 25% de droits de douane, même sur les matières premières importées par les États-Unis, ça va jouer sur la demande. Donc, vous voyez, il y a tellement d'incertitudes et je pense que ces incertitudes vont largement l'emporter sur l'aspect demande. Et donc, je pense que les matières premières, faut peut-être pas y rentrer tout de suite. Et puis, pour le pétrole, on sait qu'il y a une volonté de l'administration Trump de produire toujours plus de pétrole, qu'il a quand même il a mis en place un décret qui permet véritablement à l'administration Trump de forcer les producteurs de pétrole à produire plus si nécessaire, puisque c'est un décret d'urgence énergétique. On la cherche l'urgence, mais bon, en tout cas, ce décret permet véritablement aux États-Unis d'augmenter leur capacité de production et leur offre de pétrole. Donc tout ça, moi, à mon avis, va encore déstabiliser. Puis on voit que du côté de l'OPEP+, on joue la part de marché, on joue le maintien de la part de marché, quitte à sacrifier les prix. Donc voilà, ça fait un ensemble, un environnement global, à mon avis, matière première, qui est plutôt sous pression baissière que encore jouer un rebond, jouer une hausse de ces matières premières dans les prochaines semaines. Ok, dernière question sur dernière question tout court. On reste sur le plan de relance allemand. Donc on comprend qu'il y a deux unités de temps d'analyse, le court terme et le moyen long terme. Sur le moyen long terme, vous nous dites quand même qu'il y a un risque que les matières premières industrielles explosent. Du coup, par la force des choses, et c'est moi le prisme que je souhaitais donner à votre intervention sur l'Allemagne, c'est est-ce que finalement, par la force des choses, si les matières premières explosent, est-ce que c'est pas une relance qui est condamnée d'avance ? Alors, si les matières premières explosent, oui, ça va poser un problème. Ça va poser un problème de coût et de coût de ce plan. Naturellement, ça va l'augmenter. Moi, je dirais que plus que les matières premières, je regarderais plutôt les salaires en Allemagne. C'est plus ça qui reste que l'élément important, parce que dans le coût de production, c'est vraiment le coût salarial qui est le plus important. Mais très clairement, c'est toute la problématique, quoi. Si l'Allemagne fait fort, trop vite, et si véritablement ça crée des tensions inflationnistes, ça va être très gênant pour la BCE. Ça va être très gênant parce que va peut-être falloir qu'elle freine l'inflation. Et à ce moment-là, en effet, ce plan sera en partie contrarié, soit par la BCE, soit par des hausses de coûts qui va forcément freiner. Donc oui, si on est dans quelque chose de trop fort, trop violent et trop immédiat, donc c'est vrai qu'il y a toujours un risque d'exécution lorsqu'on fait un plan de relance. C'est toujours un risque, et donc c'est vrai que ça remet, en tout cas, ça induit qu'à moyen terme, la BCE ne peut pas totalement mener une politique accommodante. Vous savez, il y a encore, au début de l'année, on se posait la question si la BCE allait en dessous du taux neutre, si elle allait mener une politique accommodante. Là, clairement, avec ce plan à moyen terme, encore une fois, ça veut dire qu'elle peut rester neutre, mais pas forcément accommodante. Et donc, ça montre que le risque inflationniste pourrait revenir un petit peu. Bon, pas tout de suite, encore une fois, parce que la conjoncture ne le permet pas, mais ça reste une thématique de moyen terme, et on peut avoir encore pas mal de volatilité autour de cette thématique inflationniste. On sent qu'on a quand même... On n'est plus dans le même monde. On sent qu'on est quand même dans des mondes où on peut avoir beaucoup plus d'inflation, et l'inflation peut revenir. Donc, on l'a appris post-Covid, mais cette thématique n'est pas morte. Donc oui, à moyen terme, il y a encore des risques d'exécution très forts et des risques inflationnistes à prendre en compte. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Parisot, Christian Parisot, de toutes vos explications, vos analyses et votre temps. Vous êtes fondateur et président d'Altair Économique, avec nous régulièrement sur TV Finance, et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 20 mars. À tout de suite sur TV Finance.